c'était un pari de malade. Je m'en souviens encore que je faisais un oral sur ça en disant que moi je voulais monter ma boîte et que je voulais déjà faire du luxe à travers des vidéos, etc. Le type m'avait dit mais c'est n'importe quoi votre truc, ça marchera jamais, enfin c'est pas du tout adapté, le luxe c'est les magazines. Et au final ça a donné raison à l'idée que j'avais quoi. C'est un actif que m'a confié un notaire. En fait le propriétaire est alcoolique, le mec m'avait reçu avec une bouteille de pastis dans son salon en fumant des clopes, ça puait la clope dans le salon, c'était un truc horrible. L'offre elle est au prix que vous attendez, tout est réuni pour que vous puissiez vendre. Il me dit ah non mais moi j'ai vendu. Il me dit j'ai un type là qui m'a fait une offre, etc. J'ai accepté. Je dis mais je comprends pas là. Un truc complètement fou, folklorique que j'ai vu, c'est le truc le plus fou que j'ai jamais vu de ma vie. Je vais vendre un château et je rentre dans le truc et je vois que ça pue. Et j'entends un bruit et le type il avait un bouc dans le salon. Quand je parle avec un client, ils ont cette image très péjorative de ce que peut être l'agent immobilier aujourd'hui. Ouais. Nous on se considère vraiment comme ma mère une femme d'affaires et moi un homme d'affaires. Nous on accompagne des grands chefs d'entreprise, des mecs qui ont 40 ou 50 000 salariés. Salut Andrea, bienvenue sur ce podcast. C'est un plaisir de t'accueillir aujourd'hui. Merci les gars, merci de me recevoir. Avec plaisir. Donc du coup, on souhaitait te faire intervenir sur le podcast parce que aujourd'hui, tu travailles dans le domaine de l'immobilier. C'est quand même en relation avec le podcast Limo sans cravate. Et tu t'es spécialisé et niché dans l'immobilier de luxe. Donc c'est très intéressant, c'est un marché qu'on ne connaît pas trop. Même pas du tout. Ouais. Même pas du tout. Et aujourd'hui, avec tout ce qui se passe en termes sur l'immobilier, l'évolution qu'il y a actuellement, voilà, c'était intéressant d'avoir un peu ton retour sur ça, comment ça se passe, ton parcours également, comment tu es arrivé dans l'immobilier déjà, et ensuite, comment tu t'es spécialisé dans l'immobilier de luxe. Et voilà. Est-ce que tu pourrais peut-être te présenter déjà dans un premier temps pour avec gens qui plaisir. ne connaissent pas? Du coup, moi je m'appelle Andrea Solaire, je suis toulousain, j'habite Toulouse, né à Toulouse, et voilà, je suis entrepreneur depuis l'âge de 15 ans, et j'ai monté ma structure dans l'immobilier de luxe qui s'appelle aujourd'hui Maison Solaire de la Stèle et qui exerce depuis 2019. Voilà, la genèse de l'entreprise, c'est à la base, c'est parti d'une société qui s'appelait AS Investissement que j'ai créée en 2019, en décembre, et où j'étais spécialisé dans l'accompagnement personnalisé de quelques grosses fortunes que j'avais fait dans mon réseau, et qui naturellement, dans un fil conducteur très rapide, m'ont amené à créer un réseau autour de grands chefs d'entreprise, etc. Et ce qui m'a permis directement et naturellement de basculer vers ce schéma de l'immobilier de luxe. Et ça s'est fait comme ça, assez simplement en fait. Ok, tu disais que tu avais entrepreneur depuis l'âge de 15 ans? Ouais, j'ai commencé, j'ai fait plein de trucs, j'ai eu plein d'échecs, j'ai fait plein de choses. J'ai monté un truc qui s'appelle Groupe Bonheur, on faisait de l'événementiel, de l'organisation de soirées sur mesure. J'ai monté une émission qui s'appelle 1234 sur YouTube avec Paul Douminc. J'ai monté, je sais pas, plein de trucs, plein de bêtises. Et c'est du coup peut-être ces expériences-là qui t'ont amené justement, tu disais, à rencontrer des fortunes et à gérer un peu leur côté investissement immobilier. C'est ces précédentes expériences ou c'est un réseau que tu as créé à côté finalement? C'est un réseau que j'ai créé à côté. Après, oui, toutes les expériences que j'ai eues m'ont permis aujourd'hui d'arriver à où je suis. Mais c'est-à-dire que ça a été très 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 varié. Il y a eu plein de choses qui ont fait qu'on peut être là aujourd'hui, mais c'est pas du tout là où on a envie d'être plus tard encore. On a envie d'évoluer à mort. Mais je suis déjà content du travail qui a été fourni et d'être arrivé jusqu'ici. Ouais, parce que tu as quand même une belle évolution pour les personnes qui ne connaissent pas. Tu as quand même la carte T pour monter ton agence, une carte de transaction qui permet de faire des transactions du coup. Tu l'as eu grâce aux études que tu as pu faire. Moi, c'était une licence RNCP niveau 2 très classique qui m'a permis d'avoir cette carte T. Et voilà. Mais déjà, pendant mes études, je travaillais déjà dans l'immobilier. J'ai commencé à graviter dans cet écosystème de l'immobilier à l'âge de 15 ans. Puisque ma mère, moi, est marchande de biens depuis une vingtaine d'années. Ok. Et aujourd'hui, c'est assez drôle parce que ma mère travaille avec moi. Oui, c'est ce que j'allais dire. Cool. Si j'avais bien compris, c'était quand même une aventure familiale aussi. Ouais, absolument. Et c'est aussi pour ça que j'ai voulu brander la société au nom de ma famille, donc mon père et ma mère, puisqu'elle s'appelle Maison Solaire de la Stèle. De la Stèle, le nom de famille de ma mère, et Solaire, le nom de famille de mon père. C'était un peu pour rendre hommage un peu à l'éducation, aux valeurs qu'ils m'ont transmises.
Et aujourd'hui, on travaille avec ma mère. On est pieds et poings liés, donc ça, c'est assez extraordinaire, puisque j'ai une entente absolument formidable avec elle. Et on est très... comment dire, on se complète parfaitement dans notre écosystème, puisque elle a le côté senior, 30 ans d'expérience là-dedans, dans l'investissement. Elle a acheté largement plus d'une dizaine d'immeubles en pleine propriété qu'elle a découpé, qu'elle a refait, réhabilité entièrement et revendu à la découpe, ou même en pleine propriété, hein. Donc de la pleine propriété sur de la pleine propriété, c'est déjà arrivé aussi. Voilà, et donc c'est super complet, parce que sur la partie, quand on a amené à travailler sur un bien qui est en copropriété, on a l'expertise de la copropriété qu'elle a, du juridique, du droit, etc. Moi, je vais plutôt être très compétent sur la partie réseau, business pur, vente. Commercial, quoi. Ouais, voilà, pur et dur. C'est vraiment mon créneau à moi au sein de la boîte. Et voilà. Et ça s'est fait dans quel ordre? C'est d'abord toi qui as créé la société et, entre guillemets, ta mère t'a rejoint naturellement, ou ça a été dans l'autre sens, c'est plutôt ta mère qui a initié le mouvement, on va créer une agence, et toi qui a rejoint? Non, l'histoire de la boîte, c'est 2019, donc vraiment pur et dur. Je crée AS Investissement, où je suis seul, et on se spécialise dans le conseil en investissement locatif haut de gamme, premium, l'accompagnement personnalisé ultra premium sur des biens déjà d'exception, d'entrée. Et 1, 2, 3, 4 clients, 5 clients, on faisait de la transac, ça bascule direct sur des maisons, des appartes, des immeubles, etc. Et là, je prends un virage stratégique, je vois que le marché évolue, je vois que moi, mon marché, mon réseau évolue aussi, et je me dis que ça serait peut-être bien de partir sur le schéma du premium. C'était un risque énorme, parce que il faut avoir un réseau costaud pour pouvoir graviter dans cet écosystème, et beaucoup de risques, et la prise de risque s'est avérée pertinente, quoi. Et donc changement de branding dans la même structure, donc AS Investissement devient Maison Solaire de la Stèle en termes de nom commercial, mais c'était la même structure, hein. Et c'est juste le naming, le branding, tout le marketing qui a été restructuré. J'ai refait toute la charte de l'entreprise de A à Z, alors qu'on avait une charte qui était très développée, beaucoup présente sur les réseaux sociaux d'entrée. Et en fait, ma mère m'a rejoint, je crois, en 2021. Ok, oui, donc c'est quand même toi qui as initié ce mouvement-là. Ouais. Et justement, tu disais quand même gros risque, parce que pour évoluer dans l'immobilier de luxe, justement, c'est quand même assez connu qu'il faut avoir du réseau. Je pense que c'est le premier truc, et bon, quand on est agent IMO déjà de base, hein, mais encore plus dans le luxe. Comment t'es arrivé justement à faire démarrer un réseau un peu dans cette sphère-là? Depuis petit, en fait, j'ai organisé des soirées, des événements, j'ai fait des vidéos, je faisais des vidéos sur les réseaux sociaux, etc. Et je me suis constitué un réseau simplement de potes. Et ces potes sont devenus mes clients pour la plupart, et c'est comme ça que ça s'est fait, hein, aussi simplement. Ok. Donc il n'y a pas de... Et après, comment on entretient ce réseau? Parce qu'aujourd'hui, voilà, tu as un réseau assez conséquent, et pas que sur Toulouse. Donc comment on vient à entretenir ce réseau, à continuer toujours à le développer, parce que ce qui est quand même essentiel. Disons que en effet, c'est important de stipuler qu'on n'est pas que sur Toulouse, parce qu'on est leader de l'immobilier luxe sur Toulouse, numéro 1 en termes de chiffre d'affaires, mais sur la partie du lié au luxe. Mais ce chiffre d'affaires ne génère que 25% de notre boîte. Nous, c'est 75% sur Saint-Tropez, les Landes, le Pays Basque, le bassin d'Arcachon. C'est là où on gravite notre écosystème, même si temporellement et physiquement, on y est beaucoup moins, mais c'est des beaucoup plus gros deals, quoi. Et pour te répondre, du coup, je sais pas, par exemple, j'ai un pote, moi, qui va me dire, moi, je vends un truc à Saint-Tropez, ou j'ai une recherche d'un de mes meilleurs potes à Saint-Tropez. Je vais m'en occuper, et c'est ça qui me permet d'entretenir mon réseau, simplement. Tu vois, le mec va avoir le lead d'une baraque, je sais pas moi, à Ramatuelle, et moi je vais me démerder pour pouvoir aller choper un Américain à Ramatuelle. C'est un peu donc je passe par une pote qui a une conciergerie de luxe, ou je passe par nanani nanana, et ça se fait comme ça, en fait. Après, c'est un travail énorme, hein. Il faut bosser comme un dingue, et il faut pas avoir peur de prendre des portes, quoi. C'est ça, c'est saisir les opportunités à mort, en soi aussi. À mort. Et après, surtout aussi, vu qu'on est dans un esprit qualitatif et pas quantitatif, c'est surtout savoir refuser
les opportunités qui n'en sont pas des vraies en fait. Ouais. Et ça c'est super dur mentalement parce que c'est un métier où la captation des leads, la captation des mandats, la captation des clients elle est compliquée et quand on a un entre les mains qui t'arrive facilement, bah, dire non par rapport au début, aujourd'hui on dit non à des actifs, non à des clients à qui jamais on aurait dit non à l'époque. C'est pas dire non, c'est dire je veux faire un travail de qualité et je suis pas capable de te rendre un travail de qualité parce que en termes de temporalité par rapport à mon agenda, ma pertinence et l'efficacité que je peux t'apporter pour répondre à ta demande, elle y sera pas. Donc je préfère te dire je fais pas pour que voilà. Je pense que tu as bien raison de faire ça parce que comme tu dis là tu n'étais plus dans un travail de volume quoi. Non. Un travail comme tu disais de qualité et il vaut mieux refuser un mandat qui se porte à toi que tu n'aurais pas pu traiter correctement plutôt que de le prendre et le faire à moitié quoi, ça c'est clair. Et je pense qu'il y a pas mal d'agents IMO qui devraient prendre exemple sur ça. Mais comme je dis souvent avec ma mère, nous on se considère pas du tout comme en clientèle, on le dit à tous nos clients, on se considère pas du tout comme agent immobilier, même si c'est pas du tout un terme péjoratif, hein, loin de là. Mais pour nous, on n'est pas agent immobilier. Moi, quand je dis en clientèle, quand je parle avec un client, parce qu'ils ont cette image très péjorative de ce que peut être l'agent immobilier aujourd'hui. Ouais. Nous, on se considère vraiment comme ma mère une femme d'affaires et moi un homme d'affaires. Nous, on accompagne des grands chefs d'entreprise, des mecs qui ont 40 ou 50 000 salariés, qui ont des boîtes qui sont des top boîtes. Et si tu veux, quand on leur parle en tant que potes. Et on leur parle en tant que potes et on comprend leurs attentes. C'est surtout ça qu'ils veulent. C'est quelqu'un qui soit empathique, qui soit en phase avec leur projet. Tu cherches une baraque, peu importe, avec héliport, je sais pas où, bah, le but c'est pas de proposer une baraque sans héliport. Et sauf que le problème c'est que ces gens ils sont confrontés toute la journée à des gens qui leur proposent des baraques sans héliport. Et moi je préfère lui dire j'ai pas de baraque avec héliport plutôt que de dire je te propose une baraque sans héliport. Parce que moi, je suis dans la théorie de la recommandation plutôt que dans la pratique de la recommandation plutôt que dans la pratique d'autres choses, quoi. Moi, mon but, c'est pas vendre. Mon but, c'est d'être recommandé. Quand je traite un actif, et je le dis à tous mes clients, mon but, c'est pas de vendre. C'est d'être recommandé. C'est que derrière, vous dites, en fait, ce jeune-là, il avait de la pêche, du dynamisme, de l'énergie. Il a voulu aller au bout des choses. Il a voulu aller au bout de son sujet et c'était pour être recommandé, c'était pas forcément pour vendre. Le vendre, ça découle de ma passion. C'est ok, on me confie un actif de très grande qualité, par exemple une maison, je sais pas où, qui est très compliqué à vendre. On la vend, je sais pas, dans une temporalité réduite. Moi, mon but, c'est que le mec soit content. C'est pas que le mec se dise putain, il a vendu. Ouais. Je comprends. Ça découle, c'est un truc qui est après en fait la vente. Du coup, ça fait marcher le bouche à oreille, quoi. Ouais, totalement. Clairement. Nous, on prospecte pas hein, depuis que j'ai monté la boîte. Même avant de monter la boîte, j'ai travaillé dans l'immobilier hein, et j'ai jamais prospecté une fois de ma vie. C'est ça que j'allais te demander. La pige. Ah non, c'est pas du tout un truc qui est dans notre écosystème. Ouais, en plus. C'est justement à l'opposé de notre écosystème, à l'opposé de notre business model, parce que nous, on apporte une vraie différenciation sur notre activité, une différenciation stratégique, technique, et on n'aborde absolument pas les sujets de la même manière que les autres. Ouais. On est disruptif en fait. C'est totalement différent, c'est deux marchés. Ah oui. Déjà, c'est sur mesure. Ouais. On travaille uniquement en exclusivité. Ouais. Justement, en parlant de ce marché-là, parce que nous, c'est un marché qu'on connaît pas bien. Bon, on voit bien sûr des annonces passées, des très très beaux biens, des très gros budgets. Alex l'évoquait un petit peu tout à l'heure en introduction d'épisode, mais aujourd'hui, c'est vrai que le marché de la transaction, on va dire en règle générale, il est un peu complexe en ce moment. Les taux montent, il y a moins de transactions. Il y a moins de transactions, moins de financements acceptés, donc il y a beaucoup d'agents immobiliers, on va dire d'agents classiques qui se cassent un peu les dents en ce moment. Comment il évolue le marché du luxe en ce moment? Est-ce que vous êtes confronté au même problème ou pas du tout? Ah non, pas du tout. Force est de constater que dans toute crise, de toute façon, c'est le luxe qui perdure tout le temps. C'est, comme tu le dis, une des plus grosses crises financières et économiques, je pense, du 21e siècle. Et même plus grave que 2008. Et le marché de l'immobilier traditionnel va prendre certainement la plus grosse claque de son histoire. Mais pas, et même sur des petites sommes, pas dans les zones prime. Le prime, il va persister. Après, attention,
attention, le prime, parce que même du prime qui est confronté à une politique mairie dans un certain bord, fera que c'est aussi lié aux politiques mairie et ce qui est mis en place par les villes. Ouais, c'est vrai. On en parle très peu, mais clairement. Bah, typiquement dans votre secteur à vous, l'encadrement des loyers, que j'ai pas à juger de ce qu'il est d'un côté comme de l'autre, mais en tout cas l'encadrement des loyers, il a une influence sur la politique d'investissement qui est stratosphérique. Énorme. Qui est énorme. Donc non, pour répondre à ta question, comment se porte le luxe ? Le luxe se porte bien parce qu'on travaille avec des gens qui ont de l'argent, qui sont cash. La seule différence qu'on peut avoir, c'est nous on travaille en fait sur un secteur qui est régi par l'offre et la demande. Mais comme tout marché au final quand tu y réfléchis. Mais si tu veux comprendre le luxe facilement, c'est l'offre et la demande. C'est demain tu cherches une maison par exemple, je dis à Toulouse, à la Côte Pavée ou au Busca, qui sont les deux secteurs où on travaille le plus et où on est leader. Tu cherches une baraque à la Côte Pavée, tu veux une contemporaine ultra moderne avec 5 chambres, une piscine de 19 mètres de long avec une nage à contre-courant et tutti quanti, un hammam, etc. Il n'y en a pas. Mais tu as des acheteurs. Et en fait, l'acheteur, il va payer le prix que le marché que le vendeur fixera sur cette maison. Après, il y aura une négo, forcément. Mais c'est pas forcément le bon exemple à Côte Pavée parce que c'est un marché qui est beaucoup moins stendu. Toulouse est beaucoup moins stendu. On est une ville où il y a du luxe, mais c'est un luxe qui est lié à l'emplacement, qui est lié à la taille de la parcelle, qui est lié à la structure de la maison, comment elle est foutue, etc. Et au vis-à-vis, etc. C'est pas du tout un luxe qui est pareil à Toulouse qu'ailleurs. Justement, c'est une question que j'allais te poser. Tu disais que, pour rebondir sur ce que tu disais, tu fais 25% de ton chiffre d'affaires à Toulouse. Ouais, globalement, ouais. Alors que je suppose que tu as quand même en volume peut-être plus de transactions à Toulouse. Ah oui, majoritairement. Ouais. Donc ça veut dire qu'il y a... Enfin, le luxe de Toulouse n'est pas le même que celui de Saint-Tropez. Ah bah non. Quand tu vends une baraque à 25 millions ou à 15 millions et une baraque à Toulouse... le record dans l'immobilier résidentiel, il est un peu moins de 4 millions. D'accord. Voilà, Ok, j'allais demander, c'est quoi un peu les niveaux auxquels s'attendre, tu vois. Enfin, en gros, c'est quoi le luxe à Toulouse et à quoi on peut s'attendre avec tel budget et c'est quoi le luxe sur la côte, par exemple. Bah c'est ça, c'est le luxe. Je pense pas qu'il faut forcément parler d'une appréciation financière et d'un barème pour dire c'est luxe. Pour moi, c'est luxe à partir du moment où l'emplacement il est prime. Okay. Tu peux avoir un studio Place Vendôme, mais c'est du luxe. Ouais. Tu peux avoir 350 mètres carrés au Mirail, c'est pas du luxe. Même si tu as un penthouse avec tout ce que tu veux. Les prestations peut-être à l'intérieur seront luxe, mais pour moi le luxe c'est le prime. Ouais, c'est l'emplacement. Ouais, c'est d'abord l'emplacement. C'est le critère numéro 1 de l'immobilier, tout le monde le sait. C'est l'emplacement. Et si tu veux gagner de l'argent, il faut penser au patrimonial. Après, moi j'ai pas de vérité sur l'investissement et il y a deux manières d'aborder l'investissement, vous le savez mieux que moi. Il y a l'investissement en rapport, donc en allant chercher une périphérie avec un gros rapport, et il y a l'investissement patrimonial. Moi personnellement, toute ma clientèle et toute notre manière d'aborder les choses, c'est lié au patrimonial, parce que c'est le prime qu'on vient chercher, et c'est ce prime qui nous garantit à l'avenir la valorisation patrimoniale des actifs, même si les rentabilités sont incomparables aux rentabilités qu'on peut aller chercher dans des villes à fort potentiel où tu vas pouvoir faire des montages Airbnb et même LMNP avec de la réno, etc. Après, ça peut être une rentabilité entre guillemets qui est délayée, c'est-à-dire que le jour où tu vas revendre, c'est là où tu vas justement avoir ton bien qui s'est apprécié avec le temps parce que justement tu as un emplacement prime et même si tu n'as pas eu la rentabilité quand tu as loué ton bien, au final quand tu vas le revendre dans quelques années, c'est peut-être là où tu vas... Mais c'est clair. Et ce qui est hyper drôle, c'est qu'au final... l'argent appelle l'argent, c'est-à-dire que on a fait des montages sur des résidences secondaires de clients, ça peut être sur la Côte d'Azur ou le bassin ou les Landes, le Pays Basque, ou la résidence secondaire sur de la location, je te dis, haut de gamme, donc typique avec un service, je donne un exemple, comme l'entreprise Le Collectionniste. On fait le montage sur Le Collectionniste. Moi, j'ai des clients qui ont payé des baraques 5 briques et qui gagnent de l'argent. Comme Iconic House. Alors, Iconic House, c'est... D'ailleurs, j'adorerais les recevoir sur le podcast un jour.
Mais c'est un modèle un peu différent parce qu'ils sont propriétaires en propre de leur maison, alors que les collectionnistes, ils exploitent, c'est des maisons d'investisseurs particuliers, quoi. C'est un de modèle. Ouais, je vois. Mais effectivement, en fait, oui, tu peux même gagner de l'argent. Bah ouais, après, tout dépend du choix de ce que veulent faire ce typologie de personnes. C'est ce qu'ils veulent les louer, ce qu'ils veulent les garder, en profiter toute la journée. Mais oui, c'est intéressant parce que tu places dans un emplacement prime. Par exemple, je dis une bêtise, Biarritz, t'achètes une super baraque au Hall, je dis une bêtise, elle va se louer la semaine, ça peut se louer 20 000 balles la semaine en période forte, tu vois, sans aucun problème. Et voilà, après c'est un choix. C'est clair. Et il y a une autre question que je me posais, tu as évoqué tout à l'heure ta jeunesse, entre guillemets, que du coup tu préférais dire à tes clients recommandez-moi plutôt que... en gros, c'est ça ton objectif premier. Est-ce que tu t'as ressenti que le fait que tu sois jeune, ça t'est avantagé ou désavantagé dans un sens, dans ce métier-là? Bah, il y avait plus à prouver forcément au début. Il y avait plus à prouver. Ouais, clairement, tu vois, là, tu vois, j'ai un exemple factuel, encore il y a pas si longtemps, une succession, plusieurs indivisaires, et j'ai dû un samedi faire 5 rendez-vous pour leur montrer, avec 5 personnes en mandat de recherche, pour leur montrer que on avait le réseau et la capacité pour vendre leurs actifs. Au final, ils nous ont fait confiance parce que nous, on a une. Par contre, si on veut bosser avec nous, on bosse en exclusivité. On veut être seul, on veut être dans un fauteuil pour travailler nos actifs, travailler notre clientèle, travailler notre communication, notre stratégie de vente. Et les gens, parfois, ils sont réticents. Ils voient arriver un type, la gueule belante, avec une gueule pas possible, de 25 barreaux, qui leur explique qu'il va vendre leur actif tant, alors que ça fait 1 an et demi que le truc est en vente, et que lui, il a la solution en 1 semaine pour le vendre. Bah, c'est difficile à croire au début. Tu te dis, c'est qui ce vendeur de tapis, ce vendeur de rêve, quoi. C'est un arracheur de dents. Bah ouais. Mais le truc, c'est qu'aujourd'hui, maintenant, c'est beaucoup plus simple parce qu'on a T'as de quoi prouver, quoi. Bah, on a carrément les preuves actives de ce qu'on a vendu. On leur montre, hein, et on leur dit, à Toulouse, maintenant, les gens nous connaissent. On dit, appelle cette personne. Voilà, pour Toulouse, c'est facile. Maintenant, on doit répéter le schéma qu'on a répété à Toulouse dans les villes où on veut se développer à terme. Ouais, c'est clair. Et puis, une fois que t'as... je pense que c'est peut-être plus dur au démarrage, mais une fois que tu as ton image de marque, tu as déjà tes clients, surtout comme tu dis là dans Toulouse, c'est quand même un marché très ciblé, donc forcément quand tu as un nom après, c'est plus simple. J'ai une question sur le type de client que tu as dans ce marché. Quel type de client? Est-ce que c'est plutôt des cadres, des chefs d'entreprise, des professions libérales comme des médecins ou autres? Ouais, mais c'est ce que tu viens de dire, c'est très très varié, mais globalement, les plus gros biens, c'est chefs d'entreprise. Ouais. Voilà, ça c'est les plus gros actifs, c'est les gens qui ont le plus d'argent, de toute façon c'est pas un secret, c'est les chefs d'entreprise. Ouais. Les mecs qui ont vendu des boîtes, voilà. Après, on a des gens qui ont eu un héritage, on a des gens qui sont profs libérales, tu vois, profession libérale et cadres. Voilà. Globalement, c'est notre écosystème, c'est à peu près comme ça que ça gravite. Ok. Et comment tu fais après, sportif de haut niveau, pardon, aussi. Beaucoup et des célébrités aussi, beaucoup. Ouais. Beaucoup de célébrités, beaucoup de sportifs de haut niveau. Mais ça fait partie des entrepreneurs. Oui. C'est des chefs d'entreprise. Clairement. C'est des chefs d'entreprise. Ouais, c'est clair. Ils se vendent eux-mêmes, entre guillemets, mais ça revient au même, quoi. Ouais. C'est clair. Et comment tu fais pour sourcer des deals? Enfin, comment on rentre un mandat de vente pour une maison à 3 millions d'euros là, c'est bouche à oreille. Hein. C'est partir de zéro, commencer avec ta clientèle et derrière avancer, quoi. Moi, j'ai commencé par des actifs pourris au tout début. Hein. J'ai galéré. Hein. Je suis parti de zéro et ça a monté crescendo en fonction de mon réseau et on monte encore aujourd'hui, encore et on a capté des mandats à plus de 20 millions d'euros et c'est en partant de zéro. Et comment on fait pour vendre un bien à 10, 15, 20 millions d'euros? Comment on s'y prend? Est-ce que c'est les mêmes étapes, entre guillemets, qu'un classique tu vas pas mettre une annonce sur le bon coin? Voilà, c'est ça. Tu peux. Ouais. Tu peux capter des leads par les canaux d'annonces traditionnels. Hein. Si, bien sûr. Et tu as des canaux qui sont adaptés à la clientèle étrangère. T'en as plein.
Ça peut faire partie de la captation de ces leads. Après, pour capter des leads de ce niveau-là, ça va être des circuits alternatifs, donc des banques privées, du réseau, tu vois, dans des banques d'affaires. Ça peut être ton propre réseau de chefs d'entreprise. Ça peut être des gestionnaires de pattes de très très haut niveau. C'est comme ça en fait, hein, que simplement qu'on arrive à générer ce genre de leads. Et après, voilà, globalement, je t'ai répondu. Hein. Okay. Tu fais partie d'un réseau de chefs d'entreprise sur Toulouse ou sur la France Non, pas spécialement. J'ai adhéré une année au MEDEF, mais ouais. je suis pas resté. Ouais, ok. Très bien. Très clair. Okay. Mais moi, de toute façon, aujourd'hui, c'est vraiment mon propre réseau, l'alimentation de ce réseau, mais c'est même pas volontaire. Hein. Moi, c'est ma passion. C'est juste que j'ai aller charrer et manger avec un chef d'entreprise qui a créé un empire. C'est ma passion. Ouais. Je kiffe trop ça. Et ce qui découle de ma passion, c'est que ce mec voit que je suis passionné, il voit que j'ai de l'énergie, il se dit putain, mais moi, je préfère filer mes actifs à un mec comme As que. Et ça se fait comme ça en fait. Ouais, c'est sûr. Finalement, ça découle vraiment dans tes premières aventures entrepreneuriales. Est-ce que tu nous racontais l'émission que tu avais, etc. Où justement t'interviewais des entrepreneurs. Ouais, exactement. Donc ça t'a toujours passionné finalement d'échanger avec des gens qui avaient créé des choses intéressantes. Ah oui, mais depuis que de toute façon que je suis tout petit, je sais que je suis entrepreneur, je sais que je veux entreprendre, je sais que je veux être mon propre patron, avoir ma propre société, être libre de faire les choix que j'ai envie de faire. Je suis passé par la case classique, traditionnelle, où j'ai été dans une structure formelle. Je savais que ça me plairait pas, ça m'a pas plu, et j'ai direct eu envie de monter mon truc. J'ai monté des boîtes de t-shirts, des trucs de partout, et j'ai fait 50 000 trucs différents. Moi, ce qui m'anime, c'est les entrepreneurs, leurs écosystèmes, leurs échecs, parce que leurs échecs, c'est ce qui fait leur réussite, leur capacité à être résilient. C'est pour ça que moi j'avais créé cette émission avec Paul et que j'y ai cru à mort dans cette émission. Malheureusement, pour des raisons temporelles et pour des raisons financières, on n'a pas pu continuer. On a fait 12 épisodes du 12-34 et on a interviewé des gens exceptionnels qui étaient des talents bruts qui étaient en train d'éclore ou qui avaient déjà éclos. Et depuis l'émission, on l'a terminée il y a 2 ans, il y en a la plupart qui ont explosé. Et t'as des noms de gens que vous avez par exemple, un de mes meilleurs potes, tu vois, Alexis Pavlov, c'est devenu, je pense, le photographe de star le plus en vogue en France quasiment, avec des mecs comme Loïc Prigent ou Mister Fifou. On a eu, je sais pas, dans le podcast, on a eu un tas de gens incroyables, hein. Vraiment. On a eu Kylian Guérin, c'est un des surfeurs les plus suivis de la planète surf francophone. Adrien David, enfin tous ces mecs, etc. Ok. Bon, trop intéressant. Cool. Et je vais repartir sur l'immobilier du coup. En combien de temps ça se vend un bien de luxe à plusieurs millions d'euros? Tout dépend de l'offre et la demande. Si tu as un actif qui est une offre super rare dans un secteur où justement il n'y a pas d'offre, prenons un exemple, une maison Place des Lys à refaire entièrement sur une succession où il y a une demande stratosphérique pour être proche de la Place des Lys, à Saint-Tropez, ça peut se vendre en 1 heure. Ah ouais. Mais à contrario, je te prends un exemple d'un corps de ferme dans le Pays Basque extraordinaire avec 5 hectares avec un golf privé, peut ne pas trouver preneur en 2 ans. Ouais, j'allais dire sur le Bon Coin, nous ça nous arrive de chercher des grandes surfaces pour des projets, etc. Et surtout dans le coin ici, tu vois énormément de châteaux, de trucs. On pourrait se dire ça a vocation luxe, c'est à plusieurs millions, etc. Mais c'est des trucs qui restent très longtemps sur le marché parce que je pense que effectivement il y a une demande qui est beaucoup plus faible, quoi. Qui est extrêmement fine, et en fait les acheteurs, c'est simple, ils ont le choix. Ouais, c'est ça. Alors que quand tu cherches ta baraque Côte Pavé, Place des Lys ou Place Vendôme, en fait t'en as pas. Donc dès qu'il y en a une, tu la prends. C'est l'emplacement quand même. C'est l'emplacement. L'emplacement, c'est l'offre et la demande, c'est ce fameux critère qui régit tout, en fait. Ok. Et ouais, donc il y a l'emplacement, donc critère numéro 1 dans ce qui fait la rareté et le prix d'un bien probablement. Et est-ce que les prestations, ça joue aussi un rôle important? Énormément. Ça joue énormément dans 2 sens. Dans le sens où des prestations de mauvaise qualité, ça va vachement intéresser des acheteurs qui, eux, sont dans une démarche culbute, qui maîtrisent leurs coûts de travaux, qui maîtrisent tout ça.
et qui vont pouvoir améliorer leur actif, des gens qui sont spécialisés de l'investissement, tu vois, un mec qui va acheter un dernier étage sans ascenseur, qui va bien connaître la copropriété, qui va bien connaître les ABF, qui va bien connaître tout ça, qui va obtenir son ascenseur, son actif, d'un coup, il vaut une tonne. C'est Alors clair. qu'il l'a acheté peut-être pour rien, parce qu'il a pu négocier, parce que justement il est en vente depuis très longtemps. Ouais. Et il a donné un sens luxe au truc, parce qu'il le transforme en penthouse, alors qu'à la base, son truc il valait pas un pichet. Et inversement, un actif déjà entièrement réhabilité avec de la prestation de très très haut niveau, de la clim sous gaine, des interrupteurs en laiton, un plancher en pointe d'Hongrie, des huisseries en double vitrage alu au saturbois, etc. Enfin, c'est des exemples plutôt traditionnels de ce qui peut se faire en haut de gamme, par exemple à Toulouse, une piscine à débordement, enfin un truc comme ça. Ouais, ça a une valorisation bien plus supérieure. Est-ce qu'il n'y a pas quand même quand on parle de luxe, est-ce qu'il n'y a pas quand même plusieurs niveaux de luxe? C'est-à-dire que Ah si. bon là on parlait de forcément des emplacements Saint-Tropez, Toulouse, donc ça c'est une première chose, mais comme tu disais tout à l'heure, quelqu'un qui cherche une place d'héliport, Là on rentre dans l'ultra prime. Ouais, voilà. Là on rentre dans l'ultra prime. C'est plus le même luxe que même si un gars qui va acheter une maison de 300 mètres carrés, côte pavée, avec piscine à débordement, non, là, ça n'a rien à voir. Là on rentre dans ce qu'on appelle l'ultra prime, donc c'est réservé quasiment aux milliardaires et aux grandes fortunes mondiales, quoi. Et là l'ultra prime c'est un prisme qui est très dur à cerner, c'est très compliqué de rentrer dans ce spectre. Mais une fois que tu y rentres, par contre, c'est extraordinaire, quoi. C'est là, mais bon, c'est pas les mêmes exigences, quoi. Pas le même niveau, quoi. Aujourd'hui, avec Maison Solaire de Lastel, tu souhaiterais aller plus vers cette branche d'ultra prime? Alors, plus oui, sans oublier notre écosystème. Et moi, je suis toulousain, je vis à Toulouse, j'ai ma famille à Toulouse, ma vie est à Toulouse, donc pour l'instant, moi, je veux quand même rester sur Toulouse et aussi les pieds sur terre parce que c'est ma vie. Ouais. Donc, on restera toujours dans notre structure ici. Par contre, développer notre écosystème parce qu'on touche déjà l'ultra prime et j'ai déjà des actifs que j'ai en mandat et déjà vendus des trucs sur ces niveaux d'actifs. Maintenant, le truc, c'est de faire les choses dans leur ordre, dans le bon ordre et de pas brûler les étapes. Oui, si je voulais monter un truc avec je sais pas combien de commerciaux, ça pourrait déjà être fait, mais c'est pas du tout mon but. Mon but, c'est justement aller générer quelque chose de très qualitatif, aller chercher des acteurs et des actrices qui soient les bonnes personnes par rapport à notre business model, par rapport à notre écosystème, par rapport à notre éthique, à notre valeur de travail et à notre rigueur. Et ça prend du temps. Et pouvoir maîtriser ce que tu fais aussi. Absolument. Mais oui, je te le cache pas, ça me ferait kiffer de pouvoir évoluer un peu plus dans cet écosystème, continuer à graviter dedans. Et ça, parce que c'est une passion, quoi. C'est stylé, quoi, de voir des beaux trucs. Moi, j'aime bien ça, quoi. Ouais, c'est clair. Et c'est quoi le bien le plus... Enfin, en tout cas, selon toi, tes propres goûts, c'est quoi le bien le plus fou que t'aies vendu? Je vais te répondre pour te répondre, mais je peux pas te répondre. Il y a un sens où je peux pas te répondre parce que je dois tenir un droit de discrétion sur certains trucs. Okay. Par contre, je vais te répondre sur un truc qui me fait plus rire et pour moi, c'est le bien dont je suis le plus fier. C'est le truc. Pour moi, c'était le plus dur. Okay. Et c'est pas du tout le plus cher. Le plus dur que j'ai vendu, c'était un actif que j'avais. Je sais que c'est pas forcément, c'est moins croustillant, mais. Non, mais t'inquiète. Hein. C'est un actif qu'on m'a confié, un notaire, qui est un ami. Au début de mon business. Et en fait, le propriétaire est alcoolique. Et ça faisait 2 ans qu'il vendait ce truc, qui était hyper compliqué, hyper technique à vendre. Le mec m'avait reçu avec une bouteille de pastis dans son salon, en fumant des clopes. Ça puait la clope dans le salon. C'était un truc horrible. Et c'était pas du tout un emplacement prime, c'était pas du tout du luxe. C'était un bon emplacement, et c'était à Toulouse, mais c'était pas du tout dans le prisme dans lequel on est aujourd'hui. C'était le tout début. Et je me battais pour pouvoir réussir. Et j'arrive avec ma mère dans l'actif, etc. Ma mère m'accompagnait, même si elle n'était pas encore dans la structure à ce moment-là. Elle m'accompagnait simplement, tu vois. Pour voir le bien, quoi. Amicalement, pour le voir, etc. Partager avec moi. Et le type, il râle ma mère, il dit... Vous avez des compteurs aux chevaux. Vous avez des chevaux au compteur. Il dit un truc comme ça à ma mère. Ah, waouh. J'ai cru que j'allais le poser, le mec, d'entrée. il dit ça comme ça, hyper déplacé, hyper mal élevé. Un feeling très très spécial avec lui. Et au final, je tombe sur un couple d'Espagnols gays, hyper sympa,
Le mec avait des sous aux Pays-Bas, il devait faire revenir les sous du Pays-Bas pour acheter l'actif, etc. Enfin, une galère. Et on clôture, il me fait l'offre. Et là, je m'en souviendrai toute ma vie. Je crois que c'était il y avait un match d'équipe de France de foot. Et je regardais le match avec mes potes chez moi, on les invitait à boire l'apéro. Et moi, je l'appelle trop content. Je lui dis, bah, écoutez, monsieur Intel, je ne vais pas vous dire le nom, on a l'offre. L'offre, elle est au prix que vous attendez. Tout est réuni pour que vous puissiez vendre. Il me dit, ah non, mais moi, j'ai vendu. Enfer. Alors que j'avais une exclusivité avec lui. Je lui dis, mais comment ça, vous avez vendu? Il me dit, bah, j'ai un type là qui m'a fait une offre, etc. J'ai accepté. Je dis, mais je comprends pas là, le délire. Et bon, bah, ok, moi je préviens les acheteurs que le mec est complètement versatile, qu'il est limite ouf, quoi, et qu'il y a eu que je peux pas le gérer, quoi, je peux pas gérer un mec comme ça. Et ok, donc je leur dis, bah écoutez, on va patienter, soyez patients, ça se trouve, il a pété un fuse, etc. Sachant que moi, je crois de mémoire, je vends 210 000, et lui, il avait contresigné à 185. Ouais, ok, en plus, quoi. Enfin, trop bizarre, un cheminement psychologique trop bizarre chez le type. Et je me dis, non, mais là, il y a un pet. Et donc, il me rappelle 10 jours plus tard, il me dit, les Espagnols, ils sont toujours acheteurs. Je dis, mais c'est complètement ouf. Hein. Et je rappelle les acheteurs qui étaient hyper sympas. Et au final, ça s'est fait. Ok. Et ils étaient trop contents, ils ont eu le truc. Et ça, je suis hyper fier parce que on n'a pas lâché l'actif. Ça a été une vente hyper compliquée. J'ai dû faire 20 rendez-vous dans le truc. C'était une galère énorme. Alors que j'ai des actifs beaucoup plus chers dans lesquels j'ai fait juste une visite, un retour, une offre, gérer la négo et vendre. Et du coup, il avait vraiment un acheteur ou c'est juste il avait vraiment un acheteur. Ouais. Okay. Il avait vraiment un acheteur et l'acheteur avait eu un défaut de financement. Ouais. Okay. N'importe quoi comme histoire. Ok. Et toi là, t'étais en exclusivité avec lui, donc. Ouais. Donc. T'aurais pu te retourner contre lui même. Ouais, absolument, mais bon après, c'est lancer des procédures. Oui et non. Mais c'était pas mon but. Après, c'était pas. Nous, on fait pas de l'exclusivité pleine. Hein. C'est semi-exclusif, ouais, ça. On fait que de la semi-exclue. Ouais. Ok. Ouais. Quand je dis exclu, c'est de la semi-exclue. Donc c'est pour ça que j'aurais pas. De toute façon, c'est pas du tout mon but. Me retourner contre lui. Oui, bah t'aurais perdu plus de temps et d'énergie qu'autre chose. Bah oui. Ok. Et quel est le truc le plus dingue que t'aies vu dans un bien, que ce soit une piscine intérieure de 50 mètres, un héliport, une piste d'atterrissage? Alors côté luxe, tu veux dire? Ouais, côté luxe, direct. Un terrain de basket dans une maison, enfin je sais pas, il peut y avoir plein tu me parlais de golf aussi privé. Ouais, j'ai vu un golf privé, ça je trouvais ça ouf. Ça peut être, tu sais, les ascenseurs à voiture de luxe, avec la voiture de luxe qui tourne comme ça. Ok. Ça, je l'ai vu, ça c'est dingo. Après, les mecs qui ont des ascenseurs, des hammams, des saunas, ça c'est tout le temps. Non, globalement, non, un truc complètement fou, folklorique que j'ai vu, c'est le truc le plus fou que j'ai jamais vu de ma vie. Je vais vendre un château, c'est au tout début. Je rencontre le type dans un resto, on sympathise. Le type, il m'explique qu'il vend un château, etc. Magnifique, qu'il a un patron qui lui a acheté, mais que la vente a pété, etc. Je vais le voir et tout. 1 heure plus tard, je suis chez lui. Et là, château extraordinaire, magnifique, grande verrière, un truc de dingue, un truc vraiment fait, magnifique. Alliage ancien et moderne en plus, très très beau. Et je rentre dans le truc et je vois que ça pue. Mais une odeur littéralement de merde. Et j'entends un bruit et le type, il avait un bouc dans le salon. Ok. Donc voilà, je me suis découpé. Alors, c'est pas du tout le luxe ni prime, mais c'est une anecdote complètement dingo. Le type avait un bouc dans son salon, quoi. Enfin, mais il vivait avec un bouc. Ouais, je sais pas s'il vivait, mais c'était trop bizarre. Ouais, au lieu d'avoir un chien ou un chat, il avait un bouc. Au final, je m'étais pas du tout occupé de lui. Il était hyper bizarre, ce type. Mais ça, c'est complètement fou, quoi. Après, non, en termes de prime, héliport, ça c'est des trucs de fou, globalement, voilà. Après, il y a toujours plus fou, de toute façon, je me doute. Ils ont toujours Bien sûr. des idées de malade. Il n'y a aucune limite dans ce marché. Il y a un client que je connais, il a acheté une maison, sur la côte. Il a racheté la maison du voisin et il a racheté la maison de l'autre voisin et au final il est jamais dans les 3 maisons, il vit dans son yacht en face. D'accord. Tu vois, t'as des mecs ok. Il voulait être tranquille, quoi. Ouais. Il voulait pas qu'on puisse voir son yacht depuis le. Non mais tu vois, t'as des types, ils sont ailleurs, quoi. Mais voilà. Ok. Et aujourd'hui t'es quand même pas mal présent sur les réseaux.
ça fait toujours plaisir quand on tombe sur tes vidéos parce que ça permet de voir un peu l'intérieur de ces biens-là qu'on voit pas d'habitude, quoi. Est-ce que c'est un aspect important aujourd'hui de ta stratégie commerciale, les réseaux? Ouais, Ou énorme. c'est, entre guillemets, juste pour un peu faire vitrine, donner un peu de visibilité Non, c'est un aspect très important de notre fibre commerciale. C'était un pari de malade parce que moi j'ai tout misé sur ça à la base. Je m'en souviens encore que je faisais un rapport de stage, un master, un oral sur ça en disant que moi je voulais monter ma boîte. Et il y a 5 ans en arrière, à l'école, je faisais l'oral sur ça en disant que je voulais digitaliser mon business model et que je voulais déjà faire du luxe à travers des vidéos, etc. Le team m'avait dit, mais c'est n'importe quoi votre truc, etc. Ça marchera jamais, enfin, c'est pas du tout adapté. Le luxe, c'est les magazines. Et au final, ça a donné raison à l'idée que j'avais, quoi. Parce que je l'ai mis en forme et au final, après j'ai pas été le premier en France, hein. Il y en a eu d'autres, hein. Ça peut être Radley Kretz, etc. qui ont digitalisé leur business model, qui sont présents sur Netflix. Mais justement, nous on a des projets d'émissions, des projets tous ces projets, on les a en tête, on est sur le point de les mettre en place, quoi. Ça fait longtemps que je veux faire ça et je veux pas continuer juste à faire du digital, je veux encore aller plus loin et innover, quoi. Ouais, je vois. Mais je pense qu'il y a vraiment quelque chose à faire, que ce soit dans le luxe ou même dans l'immobilier en général, hein, sur ce côté digital et mettre plus ça en avant, quoi. Ouais. Ça reste un business qui a sur bien des aspects et encore fait un peu à l'ancienne, quoi. Ouais, totalement. Mais la particularité technique qu'on retrouve sur le digital et qui est opposée au marché de l'immobilier luxe, si tu veux, c'est que en France, c'est vivons heureux, vivons cachés. Donc aux États-Unis, tu peux aller à Los Angeles, t'as même AD Design qui fait des portes ouvertes chez Jessica Alba ou je sais pas où, tu vois. Et nous en France aujourd'hui, c'est pas la mentalité, quoi. C'est pas du tout la mentalité, c'est vivons heureux, vivons cachés. Tu le sais mieux que moi, enfin, vous le savez mieux que moi, la réussite, elle est décriée, elle est jalousée, elle est pas appréciée. Donc déjà, nous, qu'on arrive à montrer les actifs des entrepreneurs et des chefs d'entreprise ou des clients qu'on a avec qui on travaille, c'est déjà un point qui est bon, mais combien de fois ils veulent pas? Ouais, je suppose. Voilà. Alors que c'est énorme, la possibilité, tu vois, Par exemple, j'ai un exemple factuel d'un concurrent. C'était il y a 2 ans, je rentre sur un deal en région parisienne, à Montfort-l'Amaury, un château, avec piscine, un truc de ouf. Donc là, je suis en concurrence sur cet actif. C'était avant qu'on bascule sur le full exclusivité. Parce qu'au début, forcément, je prenais ce que je pouvais avoir. J'essayais d'être disruptif, j'essayais d'être fort, j'essayais de dealer, voilà, c'était compliqué, tu vois. Quand tu pars de zéro, tu pars de zéro. Et donc, ce deal à Montfort-l'Amaury, le type me met en concurrence. Je dirais pas le nom du concurrent, mais un concurrent international. Ouais, type. Ouais, j'ai le droit de le dire, moi, oui, Dubaï ou... Oui, voilà, type un concurrent international, tu vois. Okay. Et exactement de ce truc. Et le mec, en 24 heures, il balance le truc sur les réseaux sociaux et il l'a vendu à Yves Rocher en direct. Ah ouais, sur les réseaux sociaux. Ouais. Il a réussi à avoir le leads de Yves Rocher, et ça s'est fait, tu vois. Ouais, comme quoi, même dans le luxe, ça marche aussi, quoi, les réseaux. Ah oui. Oui, bien sûr. Faut pas croire que les riches, ils ne sont pas dessus. C'est clair. Ouais, et puis même, en fait, outre le fait de pas avoir ton prospect directement sur les réseaux, je pense que ça donne quand même une autre dimension à ta marque et à ton entreprise, parce que on peut voir ce que tu fais, on peut voir des biens, et même si c'est pas une personne qui va voir ta vidéo qui va l'acheter, il va peut-être en parler à une personne, ou voilà, c'est comme ça. C'est un peu ta vitrine aussi, parce qu'aujourd'hui, t'as pas d'agence physique pour le moment, ou peut-être c'est pas aussi dans tes projets, mais c'est ta vitrine, quoi. Ouais. Pour le moment, le but c'était gérer la société en bon père de famille, avoir des charges légères et une structure financière très très viable pour pouvoir derrière lever de l'endettement si je voulais faire des projets perso, etc. à l'avenir. Et ça s'inscrit aussi dans un processus de sécuritaire, tu vois. Mais ce que j'ai investi moi dans le digital, dans notre fibre marketing, c'est l'équivalent de si j'avais 4 agences physiques. Maintenant, avoir une agence physique, moi, je trouve que c'est un peu dépassé sur certains bords, parce que nos rendez-vous, on les fait physiquement chez les clients. Tu vois. Moi, je suis chez mes clients toute la journée. Oui, ils vont pas venir
spécialement chez toi de toute façon, quoi. Non, ça arrivait de très rares fois de faire venir des gens. C'était vraiment des gens super importants ou des célébrités, tu vois, qu'on pouvait pas avoir dans des cafés ou qui n'étaient pas dispo chez eux sur le moment, tu vois. On les a fait venir dans nos bureaux parce qu'on a des bureaux qui sont plutôt confidentiels où on reçoit très peu. Mais par contre, j'ai longtemps en tête un projet par rapport à un aspect physique, mais ça sera pas sur Toulouse. Mais physiquement, oui, dans notre développement, le but c'est de pouvoir peut-être développer une ou deux succursales à gauche, à droite dans l'année à venir ou l'année N+2 ou N+1. Avec une succursale, mais ça sera pas une succursale comme on l'a en tête, quoi. Ça sera un truc super disruptif. Ok, bon ben ça c'est, on suivra ça de près alors, ça va être intéressant. Très cool. Maintenant, si on finit toujours comme ça les épisodes. Si tu avais un conseil ou une ressource à partager sur ton expérience, ce qui t'a permis d'en arriver là aujourd'hui, ça serait laquelle ? Alors, moi, ce qui m'a permis d'en arriver là aujourd'hui, même si j'ai pas la prétention de dire que je suis pas, je suis pas Marc Simoncini, c'est simplement, moi, mon entourage, l'entourage familial que j'ai, qui est très très fort. Je me repose beaucoup sur les conseils qu'on peut m'apporter, quoi, parce que l'intelligence collective, c'est ce qu'il y a de plus puissant. Et c'est surtout de garder les pieds sur terre quand même tout le temps, quoi. C'est pas parce que tu vois des biens de luxe qu'il faut. C'est ça. Comme dit mon père, l'humilité est l'ami des plus grandes ambitions. L'humilité est l'ami des plus grandes ambitions. J'aime bien cette phrase. Elle est cool. Ok. Et on t'a pas posé la question, mais parce que on parle quand même très majoritairement d'investissement immobilier dans ce podcast. Est-ce que toi, t'as investi déjà de ton côté Ouais. Moi, j'ai investi. Moi, je suis plutôt sur le schéma actuellement de la résidence principale. C'est un schéma qui me plaît. C'est une des dernières niches fiscales françaises où on peut être exonéré totalement sur la plus-value, même si mon but, c'est pas de faire des culbutes tous les matins. Mais tu vois, c'est plutôt investissement patrimonial. J'investis dans ma résidence principale, je la revends dans quelques années. Si tu veux, en plus, vu que moi, ma structure financière est quand même basée sur le pro, ça me permet intelligemment de pouvoir basculer grâce à la capacité de ma boîte, toute la structure et la puissance de ma boîte, de lever de la dette pour pouvoir aller en chercher, à la basculer en perso. Et ça me permet de m'enrichir personnellement à travers la résidence principale. Donc la RP, c'est le levier sur lequel j'ai choisi d'investir dans un emplacement prime. Toujours. Faut garder la philosophie. Voilà, exactement. Et après, le locatif, j'y pense, mais je pense que je basculerai plus sur la résidence secondaire derrière dans un second temps. Ok, trop bien. Et du coup, est-ce qu'on peut te retrouver, que ce soit toi ou surtout quand même peut-être ton agence, si on veut voir ce que tu fais, te contacter, où est-ce qu'on peut te retrouver ? Sur tous les réseaux possibles, donc Instagram, LinkedIn, TikTok, Facebook et notre site internet, on est partout. Tu peux donner les noms des Instagram par exemple où on peut te contacter ? C'est Maison Solaire de la Stèle, le Instagram principal, où moi j'ai une équipe de communication qui répond en direct. Ils sont pas salariés, ils sont en prestation de service, mais j'ai des gens qui gèrent l'intégralité des réseaux sociaux. Et après mon compte perso, Andrea Solaire de la Stèle sur Insta, où je réponds en direct du tac au tac. Ok, voilà. Voilà, donc si vous avez des biens de fou à vendre ou que vous voulez acheter des biens de fou, allez contacter Andrea sur les réseaux. J'essaierai d'être flexible et rapide et efficace. Ok. Très bien. Merci à toi. Merci à vous les gars, c'était hyper cool, c'était un bon moment. À plus. À très vite. Très vite. Ciao.